Ce jour-là à Paris, les acclamations s'élevaient jusqu'au ciel. Mais personne ne savait que le chemin de gloire de Napoléon le mènerait aussi à l'exil et à la solitude. La lumière pâle filtrant à travers les vitraux de la cathédrale Notre-Dame faisait scintiller les diamants de la couronne impériale posée sur un coussin de velours, tandis que des dizaines de milliers de personnes criaient dehors « Vive l'empereur !». Le temps semblait s'être arrêté pour Napoléon Bonaparte. Il était sur le point de devenir le maître de l'Europe. En tendant la main vers la couronne bénie par le pape, il sentit au bout de ses doigts non seulement la froideur de l'or et des joyaux, mais aussi tout le poids d'un continent. Nous avons tous des tournants dans nos vies, des moments où une décision nous portera soit au sommet, soit nous précipitera dans l'abîme. Pour Napoléon, ce moment fut celui où il prit la couronne des mains du pape pour la poser lui-même sur sa tête. Ce n'était pas seulement un acte de défi aux règles, mais aussi l'audace de dire au monde entier « La source de mon pouvoir n'est pas Dieu, mais moi-même ». Ce puissant empereur fut aussi, un jour, un soldat solitaire venu de Corse, dont on moquait l'accent. Et maintenant, ce soldat réécrivait le destin du monde. Mais il y avait quelque chose qu'il ignorait encore. Sur la dernière page du destin qu'il écrivait figurait la trahison, la défaite, et un petit bout de rocher au milieu de l'océan. Mais le plus choquant fut l'étrange lueur qu'il vit dans les yeux d'un de ses hommes les plus fiables au milieu de cette cérémonie grandiose, son ministre des Affaires étrangères, Talleyrand, un regard dont il ne pourrait jamais savoir s'il s'agissait de félicitations ou d'un avertissement. Alors que Napoléon ployait sous le poids de la couronne, il sentit que le vrai danger n'était pas les armées ennemies, mais une ombre qui s'était infiltrée au plus près de lui. À cet instant, la porte s'entr'ouvrit doucement, et la personne qui entra portait un murmure qui allait changer le cours de l'histoire. Cette histoire commença bien avant ce murmure, à une époque où la France se noyait dans le sang et le chaos. La Révolution dévorait ses propres enfants, la guillotine fonctionnait sans relâche, et le désespoir hantait les rues. C'est au milieu de ce tumulte, dans le port de Toulon, qu'un jeune capitaine d'artillerie inconnu allait tenter l'impossible. La ville était sous le contrôle de la flotte britannique, et l'armée française était impuissante depuis des mois. Là où les généraux avaient échoué, ce Corse ambitieux se pencha sur les cartes. Il ne dormit pas pendant des nuits. Il calcula chaque colline, chaque tranchée, chaque direction du vent. Son plan était simple mais audacieux. S'emparer des hauteurs dominant le port et couler les navires anglais avec leurs propres canons. Ses supérieurs se moquèrent de lui, de la folie, dirent-ils. Mais lui, le feu dans les yeux, répondit « L'art de la guerre consiste à faire ce qui semble impossible au moment où cela l'est. » Cette nuit-là, lorsque le son des canons secoua Toulon, ce ne fut pas seulement la libération d'une ville, mais la naissance d'une légende. Cette nuit-là, Napoléon n'avait pas frappé à la porte du destin, il l'avait défoncée. Mais ce qu'il vit lorsque cette porte s'ouvrit l'entraînerait dans la plus grande bataille de sa vie. La victoire de Toulon lui valut le grade de général, mais dans le nid de vipères politiques de Paris, ce grade n'était rien de plus qu'une cible. Être le favori de Robespierre, le chef de la Révolution, signifiait marcher à l'ombre de la guillotine. Et quand Robespierre tomba, Napoléon tomba avec lui. Il fut jeté en prison. Dans cette petite cellule humide, il pensa que les jours de gloire et de renommée n'étaient qu'un rêve. Au moment où il croyait que tout était fini, le destin lui offrit une autre chance. Les rues de Paris étaient cette fois en feu à cause d'une insurrection royaliste. Le gouvernement cherchait un tueur au sang-froid pour réprimer cette révolte. Ils se souvinrent de ce jeune général qu'ils avaient sorti de prison. On donna un seul ordre à Napoléon. Sauver Paris. Il posa une seule question. À quel prix ? La réponse fut simple, en le transformant en un bain de sang si nécessaire. Ce jour-là, pour la première fois dans l'histoire, Napoléon fit tirer sur le peuple innocent devant les églises avec de la mitraille, grape shot, qui se dispersait comme des grains de raisin. Les rues se turent, l'insurrection fut écrasée. Napoléon avait sauvé Paris, mais ses mains, lavées dans le sang des innocents, ne seraient plus jamais propres. Cette victoire lui ouvrit une nouvelle porte. Le commandement en chef de l'armée d'Italie, une armée en haillons, affamée et démoralisée, l'attendait. Face à eux, l'une des armées les plus disciplinées d'Europe, l'Autriche. C'est précisément à ce moment que tout a changé. Lorsque Napoléon se présenta devant ses soldats, il ne leur promit ni or ni provisions. Il leur offrit bien plus. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement ne vous doit rien, mais je vous conduirai dans les plaines les plus fertiles du monde. Gloire, honneur et richesse vous y attendent. Ces mots frappèrent comme la foudre ces âmes fatiguées. À partir de ce moment, il n'était en plus une armée, mais une tempête. Et tandis que cette tempête franchissait les Alpes pour déferler sur l'Italie, personne ne savait que ce voyage n'était pas seulement une campagne militaire, mais aussi un dangereux voyage dans les profondeurs de l'âme de Napoléon. Il avait promis la victoire à ses soldats, mais il ignorait encore les ténèbres qui grandissaient dans son propre cœur. Au pont de Lodi, alors que ses soldats hésitaient sous le feu nourri de l'armée autrichienne, Napoléon sauta de son cheval,
s'empara d'un étendard et marcha seul sur le pont. Les milliers de soldats qui le suivirent ne coururent pas à la mort, mais vers une victoire absolue derrière leur chef. C'est à cet instant qu'il forgea ce lien indestructible avec ses soldats. Pour eux, il n'était plus seulement un général, mais le petit caporal, l'un d'entre eux, un chef qui marchait sous le feu à leur côté. Il conquit l'Italie, il força l'Autriche à la paix. Il revint à Paris en héros. Mais Paris aimait les héros, surtout tant qu'elle pouvait les contrôler. La puissance croissante de Napoléon effrayait le gouvernement. Pour l'éloigner de Paris, ils lui trouvèrent une nouvelle mission, la conquête de l'Égypte. C'était, en apparence, un grand honneur. Mais en réalité, c'était un exil. Napoléon vit le piège, mais il l'accepta. Car il n'avait pas seulement l'Égypte en tête. Il rêvait, comme Alexandre le Grand, de fonder un empire en Orient. À l'ombre des pyramides, il vainquit les Mamelouks avec ses soldats, à qui il dit que 40 siècles d'histoire les contemplaient. Mais pendant ce temps, la flotte française, ancrée à Aboukir, fut réduite en cendres par la flotte britannique de l'amiral Nelson. Napoléon et son armée étaient empiégés sur les terres qu'ils avaient conquises. Il comprit à cet instant que parfois, les plus grandes victoires sont les présages des plus grands désastres. Lorsqu'il laissa son armée en Égypte et revint secrètement en France sur un petit bateau avec quelques hommes de confiance, tout le monde le croyait fini. Mais il n'était pas fini. En fait, il ne faisait que commencer. Quand il posa le pied à Paris, il vit que le gouvernement était en ruine. Le peuple était las, le pays au bord de la faillite. Son frère Lucien était président de l'Assemblée. Les faiseurs de rois, comme le ministre des Affaires étrangères Talleyrand et le chef de la police Fouché, cherchaient le bonhomme pour un nouveau coup d'État. Et cet homme était revenu d'Égypte comme un fantôme. Le jour du 18 Brumaire, l'Assemblée fut envahie. Alors que Napoléon parlait à la tribune, des cris de « tyran, hors la loi » s'élevèrent et les députés se jetèrent sur lui. Ce grand commandant, à cet instant, paniqua, bégaya et faillit s'évanouir. Mais son frère Lucien tira son épée et cria aux soldats dehors. « On attente à la vie de mon frère !» Lorsque les soldats firent irruption dans l'Assemblée, la vue des députés sautant par les fenêtres marqua la fin de l'Ancien Régime et le début d'une nouvelle ère. Napoléon était désormais le premier consul de France. Il était acclamé comme le sauveur de la République. Mais cette nuit-là, en se retirant dans son palais, l'homme qu'il vit dans le miroir n'avait pas les yeux d'un sauveur, mais ceux d'un conquérant. Et l'appétit de ce conquérant n'était pas encore satisfait.